On l'entend, hein, en copro, je fais ce que je veux. C'est pas tout à fait vrai en copropriété. Arnaud, t'es notaire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de travaux, par exemple une clim en façade, si on ferme un balcon, on abat une cloison, comment ça se passe ? Alors, par principe, dans une copropriété, c'est vrai que tout ce qui va toucher à la structure et tout ce qui va toucher à l'aspect extérieur de l'immeuble va être considéré comme relevant de la compétence de l'Assemblée générale. Donc, à partir du moment où j'installe une clim, je modifie l'aspect extérieur de la copropriété. Dans l'absolu, il faut bien sûr obtenir l'accord de l'Assemblée générale des copropriétaires. Ça va être pareil si je décide de faire tomber un mur qui plus est, enfin un mur porteur, en tout cas un mur qui participe à la structure du bâtiment. Une cloison non séparative, non porteuse. Une cloison non porteuse, il faut juste faire attention dans les vieux immeubles, puisque des éléments qui n'étaient pas porteurs dans la conception du bâtiment peuvent le devenir, justement parce que celui du dessus s'est amusé à modifier des trucs, et où, alors si c'est juste une plaque de placo, elle ne le sera pas. Mais comment je fais pour me sécuriser avec ça ? Je demande à un archi, je fais quoi ? Alors ça peut être de demander à un archi, ça peut être de faire preuve d'un peu de bon sens, et ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on ne reprochera jamais à un copropriétaire d'être allé demander ou d'avoir signalé à la copropriété son intention de faire des travaux. Principe de précaution. Alors voilà. Maintenant, pour revenir sur le sujet des climatisations par exemple, c'est vrai que... on ne va pas se mentir, dans les ventes qu'on peut rencontrer, rares sont les hypothèses dans les dossiers dans lesquels il y a eu une demande préalable du copropriétaire pour installer sa climatisation. Une demande initiale et voilà, exactement. Sans demander. Alors du coup, la bonne pratique qui se développe de plus en plus, mais là, tu me corrigeras si je me trompe, hein, c'est de demander à l'Assemblée générale de se prononcer sur un cahier des charges où on va définir que ça ne doit pas être visible depuis l'aspect extérieur. Donc les clims, elles sont au ras du balcon. On va définir des décibels, en tout cas un cahier des charges techniques pour identifier ce qui est acceptable du point de vue de nuisance que ça peut causer. Et une fois que cette Assemblée générale, elle s'est prononcée, tous les copropriétaires peuvent y aller avec leur installation sans devoir remettre ça sur la table. Alors Arnaud, le copropriétaire qui veut s'assurer qu'il ne va pas faire une bêtise avant de faire ses travaux, il peut t'appeler, il peut demander un conseil à son notaire, à qui il demande ? Alors, au syndic à mon avis, il peut demander à son notaire, il peut demander bien évidemment au syndic de la copropriété qui sera, je pense, peut-être le plus à même d'apporter la réponse. Le notaire aura la réponse d'un point de vue juridique, mais... Il peut demander à l'avocat aussi. Voilà, non, mais bien sûr, il peut demander à son avocat. Non, mais après, voilà. Je pense que de tous les professionnels qui sont autour de la table, c'est peut-être le syndic qui sera le plus désigné pour apporter ce type de réponse. En plus, ça peut se faire rapidement. Alors David, quand les travaux... Bien sûr, vas-y Frédéric. Je vais compléter parce qu'effectivement, il y a le droit de la copropriété, mais dès qu'on touche à l'aspect extérieur du bâtiment, il ne faut pas non plus oublier les démarches auprès de la commune par rapport aux autorisations administratives. Et je pense que dans les dossiers de vente, tu vois également cette difficulté. Ça se voit beaucoup. Alors après, c'est vrai qu'on va être plus ou moins regardant. En fait, il faut être pragmatique. Voilà. Une clim sur une façade où il y a 30 clims, même s'il n'y a pas de cahier des charges, déjà le bien n'est pas invendable. Hein, on peut le vendre. On a tout à fait le droit de vendre un bien qui n'est pas régulier, qui a fait l'objet de travaux qui n'ont pas été déclarés. Le tout, c'est que l'acquéreur ait conscience. En revanche, là où on sera quand même plus regardant, c'est celui qui a fermé son balcon pour se faire un salon d'hiver. Là, déjà, la modification, elle passe un peu moins inaperçue. Et puis après, ça a beaucoup plus de répercussions, puisqu'il a créé de la surface de plancher, donc du point de vue de l'urbanisme, il peut être plus embêté. Normalement, il a augmenté la valeur relative de son lot, du point de vue de la loi Carrez, des métrages. Il a augmenté sa surface, donc ça peut impliquer des recalculs de tantièmes. Alors, si je peux rebondir sur ce point, effectivement, recalcul de tantièmes, mais de nouveau, nécessité de revenir devant les copropriétaires, parce qu'à partir du moment où on augmente la surface habitable, eh bien... on crée des millièmes. On crée des millièmes. Bien sûr. Donc, on utilise ce que l'on appelle un droit accessoire aux parties communes, donc il faut une autorisation à l'Assemblée générale, et pas juste à la majorité 25, mais 26, donc une majorité beaucoup plus lourde. Alors, deux questions justement à David et Alain. David, quel est le contentieux qui pourrait exister suite à ça ? Et Alain, j'aimerais que tu nous dises après comment ça se passe au niveau des prix de vente, par exemple. Comment on fait pour vendre un bien qui fait l'objet d'un contentieux ? Dès qu'un copropriétaire fait les travaux sans autorisation, il risque de tomber sous les fourches du magistrat. On les aime pas, les fourches du magistrat. On les aime pas. On est d'accord.
on peut les aimer si on est du côté du syndicat des copropriétaires et qu'on engage l'action contre le copropriétaire. C'est le syndicat qui va agir en général. Un copropriétaire peut le faire aussi, s'il estime que le règlement de copropriété et la loi de 65 ont été violés. Le syndicat saisit le juge, qui est le juge des référés. Le juge des référés, c'est le juge un peu plus rapide que le juge classique, qui va faire cesser le trouble, qui va qualifier de manifestement illicite. C'est-à-dire, en gros, je suis copropriétaire, j'ai besoin d'une autorisation parce que je mets une clim en façade, je fais le pas, le syndicat des copropriétaires m'assigne et me demande à peine d'astreinte, c'est-à-dire à peine de pénalité, de démolir, de remettre en l'état, et je risque éventuellement des dommages et intérêts, et puis payer les frais de justice. Avec une action qui est beaucoup plus rapide, je le disais, qu'une action classique en unité d'assemblée générale dont on a parlé il y a un instant. C'est une action qui va durer entre 3 et 6 mois pour avoir une ordonnance. C'est assez rapide à l'échelle de la justice. Oui, c'est vrai. Alors Alain, toi, t'en dis quoi sur le prix, sur la facilité de vendre un bien qui fait l'objet d'un recours comme ça ? Évidemment, à partir du moment où il y a un recours, une procédure, ça complexifie évidemment les opérations de vente. Ce n'est pas impossible, bien évidemment. Il faut juste que ce soit bien connu. Et on a ce qu'on appelle, nous, l'état daté, que l'on transmet au notaire dans le cadre d'une vente pour informer à la fois de la situation financière, mais également de la situation juridique. J'ai eu un cas très précis il n'y a pas très, très longtemps. Un copropriétaire avait remplacé une fenêtre en ne respectant pas l'architecture de l'immeuble. Dans le cadre de la vente, il était prévu que ce soit le vendeur qui en assumera les conséquences. Et c'est le vendeur qui est intervenu 2 ans après la vente pour remplacer la fenêtre, pour remettre en état initial. D'où l'importance de l'état daté. D'où l'importance des ADT. On dit souvent, qui coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. On dit souvent ça coûte cher, mais en fait c'est une source de responsabilité énorme. C'est-à-dire que dans l'état daté, si le syndic que tu es ne met pas l'existence d'une procédure, par exemple, en cours, ou l'existence d'une difficulté sur une partie commune, des travaux sur partie commune. Donc le syndic peut engager sa responsabilité. Et à ce prix-là, 380 euros TTC. TTC, c'est pas si cher que ça finalement. Merci pour cette intervention sur les travaux. Dis-nous, Arnaud. Précision peut-être, il ne faut peut-être pas que les téléspectateurs s'inquiètent dès qu'ils ont besoin de changer une fenêtre, parce que si on est sur une façade qui est classée, effectivement, la question sera un petit peu plus importante, mais dans l'absolu, c'est vrai que un remplacement... Si c'est à l'identique. À l'identique, voilà. Ok, merci à tous. Alors, on va très rapidement faire un vrai-faux sur la copro et les travaux. Évidemment, si vous nous rejoignez dans tout droit, restez avec nous, c'est les 60 ans de la copro. Plume est là, elle écoute tout, elle a l'air endormie, mais non, en réalité, elle suit bien. Donc c'est parti pour le vrai-faux spécial copro. Je vais vous demander de répondre en une phrase très courte. Et tout de suite, Frédéric, est-ce que je peux installer une borne de recharge pour ma voiture électrique dans le parking sans passer par l'AG ? Alors, je ne vais pas être en mesure de respecter les consignes parce que c'est plus compliqué que juste vrai-faux. Alors, oui, mais ça dépend. Oui, mais. Voilà, c'est plutôt oui, mais. D'ailleurs, c'est souvent la bonne réponse pour un juriste. Tout dépend effectivement du point de savoir déjà quelle est la nature de l'emplacement de stationnement sur lequel on veut installer cette borne de recharge. S'il s'agit d'un stationnement individuel, individuel ou collectif, il suffit d'en informer, donc pour schématiser, je vais rester simple, sans trop développer, d'en informer le syndic par lettre recommandée avec avis de réception qui dispose de 3 mois pour éventuellement s'y opposer s'il existe des motifs légitimes. Alors parmi ces motifs légitimes, eh bien, on a l'hypothèse dans laquelle le syndicat de copropriété a décidé ou est sur le point de décider de la mise en place d'un système de recharge collectif. Donc dans ce cas, ça peut être un motif d'opposition du syndic pour la mise en place d'un système qui serait propre à un copropriétaire. Si par contre... Alors on va vite Frédéric parce que c'est trop long. Attention. Voilà. Si c'est un emplacement de stationnement qui ne correspond qu'à un droit de jouissance sur partie commune, là c'est forcément un accord de la copropriété. Voilà, merci pour ta réponse. Marie-Rose, je me tourne vers toi. Si je voulais installer une caméra devant ma porte d'appartement pour surveiller les allées, venues, etc., est-ce que j'ai le droit ? Alors, oui. T'as déjà eu le cas ? On t'a demandé ? Pas librement, non. Pas librement ? On n'a jamais eu le cas, mais pas librement. Donc, pareil, je rejoins un petit peu Frédéric. C'est-à-dire qu'il y a quand même des procédures à respecter. Il faut un accord général des copropriétaires. La caméra ne doit pas être elle visionne que les parties communes. Ouais, d'accord. Pas l'entrée d'un appartement. On comprend bien. Donc oui, mais pas librement.
David, à ton tour, est-ce que je peux transformer mon appartement en location courte durée type touristique sans demander l'avis de la copro? Alors aujourd'hui, globalement, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, la Cour de cassation a dit Airbnb, c'est une activité commerciale. Ce qui interdisait donc de faire une activité commerciale dans un appartement, puisque usage d'habitation. Aujourd'hui, la Cour de cassation dit l'inverse. Elle dit que c'est une activité qui est civile, donc oui, mais toujours avec la même réserve. On fait ce que l'on veut chez soi, dans une double limite, ce que prévoit et ce que peut interdire le règlement de copropriété, et dans le respect du droit des autres, la liberté des uns, etc. On connaît la suite. La grande maxime. Mais globalement, oui. Ok, merci. Alain, alors on l'a déjà un petit peu évoqué, mais du coup, si je veux installer une clim sur mon balcon, est-ce que je peux le faire sans l'accord des copropriétaires? Clairement, non. Il faut un vote à l'Assemblée générale, ça modifie l'esthétique. On doit percer le mur de la copropriété qui appartient dans partie commune. Il y a l'évacuation des condensats. Après, comme on l'a évoqué, le plus simple, c'est de faire un cahier des charges qui s'applique à tout le monde. Arnaud, si j'ai deux lots mitoyens, côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre, est-ce que je peux faire un trou, casser le mur porteur ou casser le plafond ou le plancher pour les réunir? C'est formidable, je me fais un duplex, un super loft. Ouais, alors ça peut être très joli, mais oui, mais non. Non, en fait, effectivement, ça peut être un peu dangereux. D'une part, parce que on va toucher manifestement à des éléments de structure porteuse. Et à partir de là, il faut bien sûr l'accord de la copropriété. Il faudra peut-être faire venir un bureau d'études structure pour s'assurer qu'on ne va pas fragiliser le bâtiment. Et donc non, obligatoirement en passant par une copropriété, dès lors qu'il s'agit de toucher à des éléments porteurs en réunissant de l'eau. Merci à l'équipe pour ce vrai-faux. Donc on le voit, en copropriété, évidemment, on n'achète pas que des mètres carrés, mais on achète aussi des règles.